diagonale plonge aujourd'hui au cœur de deux communautés du Cameroun, les Pygmées et les Bororo, deux peuples qui s'estiment discriminés et bloqués dans leur désir de développement. Sous un soleil ardent, Alain Edou, un jeune pygmée baka, sortant fraîchement de 2 ans de prison, est conduit ce jour au siège d'une ONG à la périphérie de Bertois. C'est qui? C'est Charles. Oh. Bonjour, quoi? Son crime, il s'était rendu complice, dit-il, dans l'ignorance de la loi protégeant les éléphants, en aidant des braconniers à transporter des pointes d'ivoire dans la forêt de Mouloundo, au sud-est du Cameroun. J'étais vraiment au village, les braconniers sont venus me prendre, qu'ils parlaient garder les points d'ivoire, qu'ils vont venir vendre ça à Mouloundo. Bon, maintenant, ils sont, les gars de chasse vont venir, mais arrêter avec ça. Bon, je suis parti, ils m'ont amené jusqu'à Yaoundé. J'ai fait 1 an et demi à Yaoundé. Bon, j'étais là-bas, il n'y avait pas mes parents là-bas. J'ai souffert grâce à Gombi Tendoumou qui est parti me transférer de Yaoundé jusqu'à Bertois. Bon, ils m'ont fait aussi un effort ici à Bertois. Jusqu'à ici sorti, on m'a jugé, je suis sorti de prison. Bon, maintenant là, je suis à Bertois. Bon, je ne sais pas comment il faut faire. Je n'ai pas l'argent pour le transport, je suis bloqué ici. Alain Edou n'est qu'une victime parmi des milliers d'autres pygmées de l'exploitation sauvage de la faune et de la forêt dense du bassin du Congo. Dans ce campement de Mayos, près de Dimako, à 700 km de Douala, la population pygmée se meurt. Enfants sans culottes, mal nourris, les pieds nus et rongés de chic, jouent à la balançoire. Seule façon de se donner la joie de vivre. Pendant ce temps, un bébé se fatigue de téter le sein sec et flasque de sa mère. Une petite marmite bout au feu. Visiblement, c'est cette petite marmite qu'attend plus d'une dizaine de personnes. Non loin, des maisonnettes branlantes et des tentes pygmées à l'ancienne. Ici, on s'assoit et dort à même le sol. La chaise ou le lit, on ne connaît pas. Je vous présente ma maison là où j'habite avec mes enfants et ma femme, toute ma famille. Je dors là, c'est là où je prépare et là où je fais tout. J'ai 7 enfants avec ma femme, avec mon épouse. Et c'est là où on habite. Tout ce qu'on fait comme activité, on essaie de vendre les petits régimes de plantain pour essayer de pousser les enfants à l'école, mais jusqu'à là ça ne va pas. Enfin, nous avons quand même notre possibilité, mais on a souvent le problème que bon, tu vas abattre peut-être ton frère, en tout cas de côté, il dit que oh, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. De plus en plus de jeunes filles pygmées sont victimes de viols et de grossesses précoces. Les délits sont attribués aux Bantous. C'est le cas de cette fillette. Les exploitants forestiers ayant détruit leur milieu naturel, les pygmées sont aussi obligés de se sédentariser sans droit de propriété foncière, de construire des habitats sans matériaux de construction, de pratiquer de l'agriculture de subsistance sans matériel agricole, sinon avec des roues et des haches rudimentaires héritées de leurs ancêtres. Toutes choses qui leur rendent la vie dure. Comme on a une forêt ici, je peux dire on appelle la forêt là ou communautaire. Donc il y a le partenaire qui gère là-dedans, c'est lui, depuis qu'il nous a prouvé d'arranger le village, depuis là on n'a rien eu.
Et c'est lui qui s'équipe à vendre les bois et il sait comment il fait avec l'argent de les bois. Il nous a promis d'abord au départ qu'il va nous donner. C'est maintenant là, on voit les temps passent, les années, rien n'aboutit. Nous sommes là comme ça et on dit que nous sommes les Alosiens de ces parcelles-là. Nous sommes d'ici parce que nos parents nous ont laissés ici. Nous sommes d'ici. On a tout, donc les parents nous ont montré de rester ici. C'est ça que nous on vit ici dedans. Mais arrivé là, comme on a, par exemple, comme moi ici, le chef de 3e degré, j'ai mon chef de 2e degré. Donc c'est lui qui doit nous dire et c'est lui qui nous informe tout. Bon, quand on parle là-bas, on dit que mais nos problèmes c'est comment? Comme vous dites que nous sommes les Alosiens d'ici là et nous on habite où? Nous sommes où? Et nous sommes dans un pays où que les gens je ne sais pas ce qu'ils peuvent même dire là. Même pour cultiver les champs-ci, on a toujours des problèmes. On dit que vous ne devez pas cultiver beaucoup le terrain, ce n'est pas vos terrains. Le changement, maintenant on voit que la chasse et la cueillette que nos grands-parents vivaient avec, bon, pour le moment on ne peut plus vivre comment nos grands-parents vivaient avec. C'est parce que c'est dur déjà, il n'y a rien déjà, toutes les espèces de l'animal sont déjà tout tuées. Tous les bois sont coupés en brousse. Donc la forêt est déjà détruite. Donc il n'y a plus où ce que tu peux aller chercher quelque chose de venir encore revendre pour avoir un peu d'argent. Il n'y a plus. Quand l'arbre tombe là dans la forêt, là, c'est pour chasser toutes les espèces d'animaux pour aller, il doit s'éloigner de nous. Regarde d'abord nos maisons, tout ça, on n'a rien dans les maisons, il manque de moyens. Quoi qu'ils soient les premiers habitants de la forêt, les pygmées sont placés sous l'autorité des chefs bantous. Mais les vrais maîtres de la forêt sont les exploitants forestiers. Ceux-ci paient des milliards à titre d'impôt à l'État camerounais et font défiler massivement au fil des jours les billes de bois sur les axes routiers jusqu'au port de Douala. Une loi concède pourtant aux pygmées des forêts communautaires dont les revenus leur profiteraient. Mais ils ne perçoivent point de liquidité pour leurs besoins. Les gestionnaires, qui sont généralement des autorités communales, ne leur octroient que des cahiers pour les élèves et un peu de nourriture pendant les fêtes de fin d'année. Là où nous sommes, c'est le village Mayos, un village qui appartient à la forêt communautaire qui rassemble 3 communautés. Une communauté Bakoum, qui est de Beul, une communauté Baka de Mayos et une communauté Paul, de Petit Paul. Donc, ici, présentement, où nous sommes, cette forêt est exploitée depuis 2008 et les Baka ne perçoivent pas de retombées. Si nous parlons de retombées, pourquoi? Parce que nous voyons que le village, il n'y a aucune réalisation. La seule réalisation que nous avons bénéficiée, c'est que la forêt communautaire, le gestionnaire a recruté un enseignant de parents qui est payé par la forêt communautaire. Et le reste, ce sont les petits dons à la fin d'année qu'on donne un peu de poisson, de nourriture aux parents et aux familles pour pouvoir subvenir à leurs besoins de fête de fin d'année. Et d'autres retombées, selon le plan simple de gestion, les Baka n'ont presque rien. Ici même où nous sommes, ils sont appelés des revenants. Nous sommes ici comme des parvenus. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de tout faire et de tout avoir. Mais or, dans la législation, et ce que nous connaissons, l'homme Baka est le premier habitant de cette forêt. Et il est le maître garant, le gardien de la forêt. Et c'est grâce au Baka que cette forêt existe jusqu'à aujourd'hui. Et l'homme Baka voudrait continuer à garder cette forêt, préserver les richesses qui sont à l'intérieur de cette forêt. Malgré ces richesses pillées, ne leur donne aucun avantage, ne nous donne aucun avantage. Le sous-développement apparaît parfois comme une manifestation ou une conséquence de la violation des droits humains. Dans la région de l'Est du Cameroun,
les peuples autochtones illustrent cette assertion. C'est l'exemple de ces populations de Paki qui, quoique n'étant pas des pygmées, estiment eux aussi que leurs forêts ont été exploitées, détruites, sans qu'on ne leur laisse en remplacement des infrastructures d'arrimage à la modernité. Souvent, pour aller à l'hôpital, il faut d'abord emprunter des motos et cela nous cause toujours des retards. Parfois, vous arrivez à l'hôpital déjà avec votre malade déjà bien fatigué. Il nous faut automatiquement un centre de santé ici à Paki chez nous. Et puis tout récemment, hier, la moto a tamponné ma grand-mère. Finalement, avant d'arriver, il se faisait déjà un peu tard. Et pourtant, si on avait ça ici à Paki, on devait sauver ma grand-mère très rapidement. Elle est morte? Pratiquement, elle est morte. La mobilisation des organisations de défense des droits de l'homme n'a encore pu sortir ces minorités du joug colonial des temps modernes. D'où la persistance de la pauvreté, avec ses corollaires, comme dans cette hutte qui tient lieu de maison, où un enfant est à l'article de la mort, abandonné à sa grand-mère par ses géniteurs. Un enfant pour qui personne dans le village ne peut rien faire. Une fois de plus, les exploitants forestiers et l'État camerounais sont pointés du doigt. La population de l'Est vit très mal. Regardez ces pareilles maisons qu'on a ici dans notre site, dans notre village, qui n'est pas quand même digne et que la route passe. Les choses sont chères au marché maintenant, les tôles sont chères, le ciment est cher. La population, les villageois ne peuvent pas s'en sortir pour payer le ciment, pour payer les tôles. Les pointes sont devenues chères au marché. Parce que regardez ce genre de maisons qu'on vit dedans. Mais les maisons en natte, c'est tellement grave pour la population de l'Est. Mais les gens de l'Est vivent de quoi? On dit que c'est la région la plus riche du Cameroun. Et alors le diamant, le bois, pourquoi il n'y a pas l'argent? La population de l'Est, maintenant les sociétés forestières, la suite à Dimako a déjà fermé. D'où les jeunes partaient se débrouiller. Maintenant, nos parents vivaient avec le café. Le café maintenant ne passe plus parce que bon, les feux de brousse sont déjà brûlés et les gens ont négligé parce que la Zapi qui était ici comme ici à Doumé n'existe plus. Nos parents partaient prendre l'argent à crédit et quand on récoltait le café, on remboursait. Les maisons ici peuvent faire seulement 2 ans, même 3 ans et ça nous gêne. Toujours reconstruit à chaque 2 ans, chaque fois, parce qu'il n'y a pas les moyens. On fait le champ, comme maintenant là je sors du champ. Maintenant les vivres, maintenant il n'y a plus les gens comme les vivres venaient pour venir payer les plantains, le macabo et le manioc. Il n'y a même plus les gens là qui venaient avant. On doit avoir de l'argent pour construire les maisons en dur. Comme l'autre qui est de l'autre côté là. La maison en dur qui est là-bas, c'est quand même quelqu'un qui s'est battu pour construire, parce qu'il travaillait à l'État. Dans ce village, les cas nous sont présentés les uns aussi graves que les autres. Ce monsieur peut succomber à tout moment. Il vient d'être mordu par un serpent. Il ne peut aller à l'hôpital, jugé trop loin. Lui aussi, il pointe du doigt le manque d'infrastructures. Bon, ça venait de se passer. Parce que je suis sorti du champ en courant. J'ai d'abord eu à mettre le garrot et blessé encore là où le serpent m'avait mordu. Et à présent, ici, l'hôpital n'est pas ici tout près. Les peuples pygmées et autres autochtones de l'Est du Cameroun se disent spoliés par l'État qui, au lieu de les protéger parce qu'ils sont vulnérables, cèdent contre les espèces sonnantes et trébuchantes leurs forêts aux multinationales qui n'ont pour seul but que le gain. Pygmées et Bororo, vous avez dit 2 peuples, un destin? Sur la véranda de ses parents ici à Yaoundé, Aïchatou Manou, jeune femme Bororo du Cameroun, rédige une demande d'emploi.
C'est la énième demande qu'elle rédige depuis l'obtention d'une licence en droit des affaires et des entreprises, il y a 3 ans. Toujours pas d'emploi pour elle, comme pour bien de jeunes de son groupe ethnique. Ce taxi Aïchatou emprunte lui portera-t-il chance aujourd'hui? Les jeunes Bororo, fils de nomades, affirment être plus confrontés au chômage que d'autres jeunes Camerounais parce que, disent-ils, ils sont marginalisés, discriminés et leur nationalité leur est parfois contestée. On se dit que la jeune fille Bororo et la communauté Bororo en général ne sont pas peut-être instruits et cela nous empêche d'exceller. Donc on voudrait que le gouvernement, les sociétés nous prennent en considération et qu'on nous encourage peut-être à mieux exercer ce qu'on a eu à faire dans notre parcours scolaire. Sur le plan intellectuel, dans la communauté Bororo, on voit que vraiment c'est très difficile. On a les enfants Bororo qui partent à l'école juste à un niveau, peut-être avoir le probatoire, le bac, mais après ça, au niveau de l'université, dans l'enseignement supérieur en général, il y a peu. On n'a pas moyen de fréquenter jusqu'à un niveau où on peut avoir les médecins Bororo, les professeurs, les docteurs, tout ça. Bon, on s'arrête peut-être au niveau de la licence. Face à leurs problèmes d'intégration socio-professionnelle, Aïchatou et ses congénères vont ce jour consulter leur ardo, c'est-à-dire chef de communauté, au quartier Etoudi à Yaoundé. Mais l'ardo n'est qu'un chef de 3e degré et ne peut, suivant la réglementation, saisir directement la haute administration camerounaise sans passer par un autre chef, généralement un chef bantou ou une autorité administrative. Si ces jeunes Bororo ont eu la chance de faire des études supérieures, la plupart des enfants Bororo nés dans les pâturages n'obtiennent pas d'acte de naissance et demeurent des bergers analphabètes, sans droit civique, sans nationalité. D'où leur problème d'accès à l'éducation et à l'emploi. Notre principal problème dans la communauté Mbororo ici à Yaoundé, c'est l'éducation. Nos enfants ne vont pas à l'école parce que certains d'entre nous ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, mais n'accordent pas d'importance à l'éducation. Certains Bororo veulent bien envoyer leurs enfants à l'école, mais ils ne savent pas par quel bout commencer. Parce que leurs enfants n'ont pas d'acte de naissance. Particulièrement les enfants nés dans les villages et qui arrivent en Yaoundé. Ça aurait été plus facile si l'on nous facilitait la tâche en autorisant un centre d'état civil dans notre chefferie ici à Etoudi pour nous aider à établir des actes de naissance à nos enfants. Les Bororo sillonnent le Cameroun du nord au sud. Ça coûte combien? 500. 500 000? Ouais. Mais c'est cher, non? Ouais, c'est ça. On les retrouve aussi au Tchad, au Soudan, en République centrafricaine et dans d'autres pays du Sahel. Ceux-ci ont trouvé un campement dans un faubourg de Yaoundé où ils peuvent donner du foin à leur bétail et commercer en paix. Aïchatou et ses amis viennent leur rendre visite avant qu'ils ne repartent les jours suivants vers de nouveaux challenges. Notre principal problème pour nous les bergers est la désorganisation du secteur. Il n'y a pas de progression dans nos activités parce que l'activité pastorale n'est pas considérée comme une activité économique.
Tous les secteurs d'activité évoluent sauf le nôtre. Au village comme en ville, c'est la même chose. Tout a augmenté, y compris le prix du bétail, mais rien n'est ajouté à nos salaires. Présentement, les jeunes quittent la ville pour le village pour devenir bergers. Ils font plusieurs mois au village sans rien faire. Le Cameroun compterait 20 millions d'habitants avec environ 1 500 000 Bororo. Au Cameroun comme au Tchad, au Soudan comme en RCA et ailleurs en Afrique. Cette ethnie nomade est régulièrement persécutée dans les aires de pâturage. C'est le cas dans l'ouest et le nord-ouest du Cameroun. Toutefois, les Bororo du Cameroun sont désormais conscients de leur camerounité. Ils s'organisent en association face aux problèmes d'insertion socio-professionnelle. Ici, au lieu dit marché Congo à Douala, des Bororo sont mobilisés en petits groupes de travail pour promouvoir leurs droits. Il faut éduquer les gens, il faut sensibiliser, il faut les montrer leurs droits, il faut les apprendre leurs droits. Qui est votre droit? Ça va se passer comment? Il faut passer par association, les sensibilisations porte par porte, maison par maison. Il faut appeler, il faut demander aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Les filles comme les garçons. Nous avons créé des écoles d'adultes. Quelqu'un qui n'était pas à l'école, comment il va faire? Donc on a créé des écoles d'adultes. Il y a les écoles, on crée des cours de soir, les grands fréquentent là-bas. Ce n'est pas tard. Comme village, nous avons le chef traditionnel qui ne présente rien. Ils n'ont que seulement le nom. Ils se présentent comme les autres, mais ils n'ont aucun titre. Ni le premier degré, ni le deuxième, ni le troisième. Il s'appelle Ardos. Pour qu'un Ardo prenne une décision, il faut aller demander à un chef traditionnel ailleurs. Il faut les donner aussi leur pouvoir. Il ne faut pas les appeler seulement quand le ministre arrive, on dit ok, le chef communauté Bororo, il faut apporter 2 bœufs ou une seule bœuf. Ils vont égorger, le ministre arrive, lorsque le ministre n'est pas, c'est fini. Je pense que pour résoudre le problème de violation des droits de l'homme, le point à établir doit être celui-ci. Partout où l'on doit prendre des décisions en faveur des indigènes, les indigènes doivent être présents pour dire voici nos problèmes, voici les solutions que nous sollicitons. Il ne faut pas prendre les solutions pour les peuples indigènes sans savoir quels sont réellement leurs problèmes. La loi foncière au Cameroun date de l'époque coloniale. Une loi qui ignore à plusieurs égards l'accès à la terre des communautés pygmées et bororo. Et pour cause, ces derniers n'auraient pas de territoire délimité, ce qui est pourtant un préalable avant le début de toute procédure d'immatriculation terrienne ou d'identification communautaire au Cameroun. En effet, les communautés pygmées et bororo s'estiment bafouées, piétinés dans leurs droits fondamentaux, dont les droits fonciers qui passent par le droit de propriété foncière, les droits de nationalité qui commencent par l'obtention d'un acte de naissance et les droits électoraux qui incluent le droit d'inscription et d'investiture sur une liste électorale. En conséquence, ils trouvent entravé leur implication dans le développement du pays. D'aucuns pensent alors que certaines dispositions de la loi foncière sont surannées et doivent changer afin de donner la même chance tant aux pygmées et bororo qu'aux autres groupes ethniques du Cameroun. L'État camerounais, après 17 ans d'hésitation, a mis sur pied en mai 2013 le premier Sénat de son histoire, représentant les régions. Le pays mise désormais sur la décentralisation pour une meilleure gestion des communautés, dont les pygmées et les bororo. Mais qu'à cela ne tienne, les pygmées et les bororo constituent encore une épine dans la chaussure d'un Cameroun qui se veut égalitaire, respectueux des droits de l'homme et émergent à l'horizon 2035.